Salut, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque pour la deuxième vidéo de la semaine qui sera consacrée à la gamme Yggdrasil que voici. Donc, je vous présente la version couverture dure collector. Voilà, Yggdrasil, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu paru en 2009 chez le 7ème Cercle qui a eu une gamme vraiment pléthorique qui s'est arrêtée avec les derniers suppléments donc en 2015. La fin de la campagne, de la grande campagne qui avait été évidemment étraînée, égrenée au fil des suppléments. Et je peux vous dire que on a affaire vraiment à un jeu réellement très typé, unique en son genre, avec un, on va dire également un système de jeu qui retraduit plutôt bien, on va dire l'expérience de jeu que l'on va avoir donc sur un jeu vraiment qui est historico-fantastique. Donc basé évidemment comme son nom le laisse présumer sur la culture nordique, sur la culture donc des pays scandinaves et leurs mythes qui sont également éminemment bien décrits et bien menés, amenés et qui donnent, on va dire, évidemment, en jeu de rôle, envie de partir à l'aventure et justement de revivre ces mythes et en même temps, on va dire, voilà, d'entrer dans la légende nous-mêmes, puisque évidemment les bardes donc nordiques, donc le Skald comme on l'appelle, sera là évidemment dans le groupe pour compter tous nos exploits qui entreront, je l'espère, dans la légende et nous parviendront peut-être jusqu'à nous. Voilà. Et bien ça c'est ce que propose Yggdrasil. Donc nous jouons dans le contexte réellement de l'Europe, donc du 4e, 6e siècle, quelque peu fantasmé, où donc les As et les Vannes, donc les deux panthéons que nous connaissons, donc nous connaissons surtout les As, hein, voilà, qui sont évidemment très présents dans la culture geek, dans la culture populaire, par exemple dans l'univers Marvel, si je puis dire, et donc des créatures surnaturelles, elles font partie toutes intégralement de notre quotidien. Et donc les personnages joueurs qui vont donc du simple paysan au donc guerrier berserk, en passant donc par la Volva, donc la sorcière entre guillemets, le Skald, donc j'en parlais justement, le barde, on va dire nordique, le Jarl, qui est donc en quelque sorte le chevalier, le noble, qui va avoir évidemment, en plus d'être le protecteur, on va dire, de la communauté, sera aussi celui qui va gérer le territoire, qui va gérer comment dire, le royaume, enfin le royaume, en tout cas sa partie du royaume, puisque voilà, il y a plusieurs évidemment échelons dans la hiérarchie nordique, tout comme dans la nôtre, hein. Nous sommes donc dans un contexte de haut Moyen-Âge, hein. Donc la répartition évidemment de la terre se fait de manière extrêmement féodale, hein. On est encore dans ce contexte-là, mais avec, on va dire, des spécificités qui sont vraiment propres justement à la culture norroise. Et il faut être clair là-dessus, nous sommes un peu avant, on va dire, les grandes conquêtes, les grandes invasions, justement, scandinaves, et ils vont, après, et seulement après, donc, justement, se conformer à notre modèle, pour former, évidemment, donc, leur propre royaume, donc la Normandie, évidemment, vous en êtes bien conscient, et également, on va dire, aller jusque dans la Méditerranée, hein, pour aller s'installer jusqu'en Sicile. Mais ça, là, je m'égare, c'est l'historien qui parle quelque peu. Je préfère, on va dire, revenir quelque peu à mon sujet, et mon sujet, c'est évidemment, on va dire, comment dire, le contexte donc, du 4e, 6e, où donc se passe et vont se dérouler l'essentiel en fait donc des mythes nordiques avec évidemment ce souci eschatologique comme on le dit, hein. C'est pas un gros mot que j'ai dit, hein. C'est juste le fait que l'on pense à la fin des temps et cette fin des temps, cette apocalypse et si je puis dire est symbolisée évidemment dans le mythe nordique par le Ragnarok. Et purement et simplement, eh ben, c'est dans cette optique-là que l'on va jouer d'une certaine manière à Yggdrasil, toujours avec cette peur évidemment de cette fin du monde, qui est en fait la fin d'un monde et la fin en fait du monde des dieux tel qu'on le connaît pour évidemment laisser place à un nouveau monde. Voilà. Et donc, c'est dans toute cette ambiance, tout ce contexte que va se jouer évidemment la grande campagne qui va nous amener vraiment, on va dire, à déjà jouer un personnage pendant quasiment jusqu'à sa mort et jouer en plus après, dans la deuxième grosse partie de la campagne, ses descendants qui vont justement perpétuer en quelque sorte la réputation, le mythe, on va dire ouais, la célébrité familiale et on va dire son nom, le nom de la famille, le perpétuer encore plus, on va dire jusqu'à, on va dire jouer justement ou
approcher en tout cas de cette fin des temps à travers donc le Ragnarok qui pèse et qui était vraiment dans les esprits, en tout cas à l'époque. Ils y croyaient, voilà, parce qu'ils croyaient en tout cas au dire justement à l'expression de ce que pouvaient leur donner les Skalds et aux augures évidemment qui étaient donnés par les Volva. Et voilà, c'était très prégnant, on va dire, en tout cas dans leur culture. Et ça forgeait d'une certaine manière donc leur caractère, leur manière de voir le monde, leur manière de voir la vie et la mort. Et je pense en tout cas que Yggdrasil rend bien justement cet esprit et donne vraiment bien, malgré tout, on va dire, ces aspects, on va dire, très très riches et très très vraisemblables, à défaut d'être réalistes, justement, de la culture nordique, puisque nous, on en a en plus une vision à travers justement ces sources. Et voilà, on peut dire d'une certaine manière que ce n'est peut-être qu'une vision, comme je le disais, fantasmée, ou en tout cas quelque peu tronquée. On sait en fait que la réalité, on va dire, du mythe par rapport à la réalité politique, géopolitique des peuples norrois était quand même beaucoup plus, on va dire, pragmatique. Voilà. Mais bon, là, nous sommes pour être dans on va dire une ambiance, pour être dans un contexte, en tout cas, qui est beaucoup plus, évidemment, fantastique. Donc, évidemment, tous ces aspects sont un peu, on va dire, mis en exergue. Et c'est fait pour ça. Évidemment, on joue au jeu de rôle, on va dire, pour jouer, évidemment, des choses extraordinaires. Et je pense que le souffle épique, justement, est présent dans Yggdrasil et mérite vraiment qu'on s'y attarde, même si donc c'est un jeu malheureusement qui n'est plus édité. On peut encore en trouver quand même pas mal de suppléments. On peut en trouver, on va dire, en cherchant un petit peu d'occasion le livre de règles, même si c'est très très dur. Il existe en PDF et je crois qu'il avait été donné gratuitement à une certaine époque. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Je sais qu'il existe en tout cas une version espagnole de la gamme ainsi qu'une version anglaise qui a été traduit dans 2 autres langues, ce qui a montré tout de même que le jeu était tout de même très, très apprécié et en tout cas permettait, on va dire, de rassembler un beaucoup plus large public que juste, on va dire, le public français. Sachant que voilà, les Anglais sont peut-être un petit peu plus sensibles justement au contexte, on va dire, de la culture, en tout cas scandinave, que les Espagnols, mais bon, voilà, je pense que 7ème Cercle avait surtout aussi un accord donc avec un éditeur espagnol en particulier qui avait également édité, on va dire, ces autres jeux, hein, puisque bon, le 7ème Cercle est très connu aussi, surtout pour Chin, dont je vous ferai une chronique un de ces jours, qui est vraiment le jeu majeur, on va dire, édité par le 7ème Cercle sur la Chine antique et fantastique, ainsi que donc Devastra sur l'Inde mythique justement, beaucoup plus dans une ambiance quelque peu shonen, et Keltia qui est, on va dire, un peu le pendant justement arthurien historique de Yggdrasil. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation générale. Maintenant, je vais m'attacher quelque peu à vous donner quelques petits éléments sur le système de jeu. Alors, le personnage donc est défini par 9 caractéristiques rassemblées en 3 domaines. Je vais essayer de vous trouver une feuille de personnage, la feuille de personnage, pour vous montrer cela de belle manière. Voilà, ici. Donc en plus avec une mise en page qui est plutôt sobre, mais qui passe bien. Trois aspects, enfin du moins 3 domaines, donc corps, esprit et âme. Dans corps, on a donc puissance, vigueur et agilité. Esprit, on a intellect, perception, ténacité. Dans âme, on a charisme, instinct, communication. Après, on a des caractères dérivés, donc que sont l'initiative, le déplacement, comment dire, la magie, l'encombrement, etc. Les compétences, donc on a 3 lignes de compétences, elles sont pas, on n'en a pas énormément, hein. Donc elles sont notées donc de 1 à 5 et les compétences donc de 1 à 20. Donc il faut lancer autant de dés que sa caractéristique et ne garder que les 2 meilleurs, et on rajoute en fait la valeur de la compétence pour essayer donc de battre un facteur de difficulté. On pourra garder évidemment plus de dés puisqu'il y a des systèmes évidemment qui permettent un peu de craquer, si je puis dire, de craquer le système de jeu, que sont donc le destin et la fureur évidemment aussi. C'est donc ce que peuvent utiliser par exemple éminemment les berserk, évidemment, berserk, voilà, avec évidemment au niveau du livre une magnifique carte des pays scandinaves, voilà, donc puisque on a donc les différents pays qui étaient dans cette zone, on va dire, culturelle et civilisationnelle, que sont donc le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, voilà.
évidemment, et un peu aussi les pays baltes. Et donc, justement, la campagne va nous permettre vraiment de découvrir tous ces territoires qui sont éminemment, on va dire, empreints justement de toute cette culture et de toute cette on va dire, dimension, on va dire, mythique. Et avec évidemment un bon souci, on va dire, on va dire narratif en tout cas, et en tout cas directement utilisable pour réellement faire un jeu de rôle, en tout cas que moi je trouve de qualité. Pour ma part, j'y ai été surtout joueur, je ne l'ai pas maîtrisé et j'ai joué un Scald d'ailleurs pendant quelques séances de partie. On a joué donc en plus la campagne, du moins le début de la campagne. Je n'ai pas pu malheureusement continuer, on va dire, la campagne parce que ben voilà, il y avait des problèmes de calendrier et des problèmes aussi, on va dire, d'accord entre joueurs. Hein. Ça peut arriver malheureusement assez souvent, plus souvent qu'on ne le croit, ce qui fait que bah, j'en ai quand même un excellent souvenir. Surtout qu'on avait un MJ qui avait vraiment le souci, on va dire, de raconter, on va dire, la légende nordique pour illustrer, on va dire, ses propos. Et ça, c'était vraiment bien, issu évidemment du livre. Donc, on a vraiment les moyens de créer cette ambiance de belle manière. Et je trouve, en tout cas, que le système de jeu fonctionnait plutôt bien, en tout cas, moi, ce que j'en ai pu voir. Même si j'étais plutôt un non-combattant, voilà, les combattants, eux, s'en donnaient quand même plutôt à cœur joie. Alors, au niveau de la gamme, en 2009 est donc paru le livre de base. Comme je vous l'ai dit, il est sous deux formes. Donc une forme en version, celle que je tiens ici, couverture dure, numérotée. Donc voilà, moi c'est mon exemplaire. Il est numéroté sur le début. Voilà, il est numéroté ici. Donc c'est l'exemplaire numéro 141, visiblement, que j'ai ici. Il était donc livré également avec donc, des cartes. Alors là, j'en ai deux. Je ne sais plus s'il y en a une qui était on va dire, dans le livre de base et que j'ai rajouté, ou si je crois que c'était les deux cartes hein, qui étaient dans le livre, en tout cas que j'ai racheté, parce que j'ai acheté déjà le livre en couverture souple. Voilà. Et donc on a de l'autre côté du poster la couverture en version évidemment plus grand format. Et je peux dire tout de même que voilà, les illustrations étaient plutôt engageantes, étaient de bonne qualité. Nous avons donc affaire, pour les deux, hein, c'est le même, hein, c'est juste la couverture qui change, à un livre donc de 224 pages qui rassemble donc vraiment l'essentiel hein, pour initier sa propre saga scandinave, le mythe nordique, la distribution de la Scandia, la création de personnages, le système de résolution des actions, la création et la gestion des figurants, donc les PNJ, l'équipement et le voyage, l'expérience donc et la renommée, ainsi que donc un scénario, prémisse au grand hiver, qui constitue donc le premier volet de la grande campagne qui est dévoilé donc tout au sein de la gamme. Voilà. Donc ça, c'est pour la version limitée. La version que vous trouverez plus facilement, évidemment, c'est cette version-là, qui est une version à couverture souple, mais également de très bonne qualité, qui est, on va dire, identique, si ce n'est que donc le papier. C'est-à-dire qu'au niveau du contenu, il est complètement identique, mais au niveau du papier, on se voit en fait que c'est une réédition hein, qui est donc voilà, avec du papier en noir et blanc, alors que on est, on va dire, en sépia. On est en noir et blanc aussi, mais en sépia dans la version collector. Voilà. C'est vraiment la seule différence. Et il y a aussi un QR code. Et le prix n'est pas le même non plus. Donc la version limitée était à 42 € et là elle était à 30 € on va dire pour cette version-là. Et je crois, on va dire ça, c'est que c'est une réimpression. Parce que j'ai l'impression, j'ai l'impression, c'est le cas de le dire, qu'il y a eu, on va dire, deux versions probablement du livre de base. La version à couverture souple, on a eu une, comment dire, qui était vraiment avec des coins vraiment tranchés, qu'il n'y avait pas de jaquette intérieure comme ceci. Parce que là en plus, cette version, c'est assez facile de voir qu'en fait elle est parue après, que c'est bien et bien une réédition, puisqu'il y avait déjà tous les suppléments qui étaient, on va dire, teasés dans la jaquette, justement, dans les replis de la jaquette. Voilà. Donc ensuite, nous avons l'écran qui lui est paru en 2010. Donc un écran vraiment super épais, vous pouvez en juger. Il est blindé, hein, vraiment. C'était l'époque justement où on commençait dans ces années 2010 à donner vraiment des gros écrans blindés. Je vais essayer d'éviter le reflet. Voilà, une superbe illustration, en tout cas très engageante, avec quand même le titre du jeu, mais voilà, il est quand même assez discret. Et évidemment, tous les tableaux nécessaires pour gérer le jeu. Il n'y en a pas énormément
besoin. Il n'y a que vraiment pour les pouvoirs magiques qu'il faudra consulter le livre de base. Il y a quand même plusieurs systèmes de magie, hein. Donc il y a ce qu'on appelle donc la cèdre, ou Sejdra. J'ai du mal à la prononciation, je ne suis pas on va dire un expert, donc c'est Sejdar, je pense, ou Seidar. Le don chamanique, donc associé aux femmes, le Galder, l'incantation destinée donc à produire les effets diversifiés, et donc la magie des runes, qui en dehors de la divination peut être également utilisée pour réaliser des prouesses. Voilà. Donc on a plusieurs systèmes de magie. On a évidemment aussi, si j'ai oublié, donc le carnet du héros, paru en 2010 également, donc c'est des feuilles de personnages complètes, voilà, avec évidemment la représentation des runes à la fin pour la divination justement. Ça c'est très facile, hein, de se trouver un jeu de runes, donc une représentation donc de Midgard. Midgard, je rappelle, c'est notre monde, hein, c'est la terre du milieu. Voilà, ça vient de là, hein, pour ceux qui en douteraient. Donc les inspirations de Tolkien sont extrêmement claires sur ce point. Il y a donc un livret avec l'écran qui décrit donc un livret de 16 pages qui décrit donc les dieux mineurs, le calendrier de la Scandia, les épées et objets légendaires et les personnages et héros marquants donc du royaume du Nord. Donc on a, on va dire, voilà, des PNJ extrêmement importants qui nous sont décrits dans ce petit livret qui est vraiment assez utile, hein, si n'en doutez pas, ce n'est pas on va dire juste un petit rajout qui a été fait comme cela pour compléter l'écran. Voilà. Et pouvoir bénéficier de la TVA 5.5. Ouais. Car oui, car un écran seul, s'il est vendu seul, évidemment, il n'est pas considéré comme un livre, et donc il est soumis à une TVA classique, donc à 20,6. Voilà. Alors que si jamais il y a un livret avec, eh ben, il est considéré comme un livre, et donc est soumis à la TVA 5.5. Donc vous comprenez maintenant pourquoi, quand l'écran est seul, il peut parfois être particulièrement cher. Alors après, nous passons au supplément. Il y en a eu vraiment donc il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 suppléments majeurs. Donc le premier d'entre eux est le plus, je trouve, intéressant à mes yeux, c'est Les 9 mondes, paru en 2010. Un ouvrage donc de 96 pages qui décrit donc les 9 domaines du monde mythique nordique, que sont donc le Muspelheim, donc le feu, le Niflheim, donc le monde des brumes, le Jotunheim, le froid, l'Asgard, donc la demeure des dieux, l'Alfheim, donc le royaume des Alphars, donc les elfes, le Vanaheim, donc le royaume des Vannes, donc qui est l'autre panthéon, on va dire, qui existe en même temps que les Asgard, enfin ceux qu'on appelle les Asgard, mais en fait les As, donc Asgard justement, le Nidavellir, donc le royaume donc des Dvergar, le Midgard, donc le royaume des hommes, le Svartalfheim, donc le royaume des Dokalfar, donc là c'est les Dorkalfar, donc c'est les elfes noirs. Et le livre s'achève donc sur 2 scénarios, le Rôdeur et le Serment oublié. Le deuxième, le Serment oublié, constituant la seconde partie de la campagne. Le Rôdeur, c'est un scénario indépendant. Voilà, donc on a énormément de choses. Dans la description évidemment de chaque monde, on a aussi la description des monstres qui vont avec, des illustrations très sympathiques, etc., etc. Donc voilà, le Nidavellir. Évidemment, donc on a la description des gens qui l'habitent, donc les Dvergar justement, les nains, etc., etc. Donc là, le supplément, franchement, c'est vraiment celui que je vous conseille avant tout dans la gamme, pour compléter, on va dire, le livre de base, parce que il y a énormément de choses. Voilà, il y a les dragons aussi, évidemment, hein, voilà, qui sont illustrés. Donc tous les monstres, tout ce qui est, on va dire, le Jotunheim, donc c'est le royaume évidemment des géants, hein, des géants du froid, etc., etc. Donc vraiment un supplément concis mais extrêmement intéressant et qui continue la campagne si vous voulez évidemment jouer la campagne. Alors après, en 2010 toujours, la gamme a vraiment, on va dire, été pléthorique en l'espace de très peu de temps en fait. Le Roi des mers est un supplément donc, de 80 pages consacré donc aux usages des mers, au commerce, aux routes maritimes, aux règles attenantes, avec donc de nouveaux personnages jouables dans ce contexte, donc commandant, pilote et charpentier de marine. On avait donc des classes beaucoup plus classiques, c'est le cas de le dire, dans le livre de base.
donc qui étaient justement, comme je disais, le Jarl, le Berserker, la Volva, le Skald, etc. Sont décrits également donc les peuples non scandinaves, donc les Sam, c'était ce qu'on appelle donc les Lapons, mais en fait de manière, on va dire, enfin c'est pas le bon terme évidemment, hein, les Sam ou Sami, je crois, on peut dire Sami aussi, sont donc, on va dire, voilà, les peuples qui vivent bien au nord, bien au nord des pays scandinaves, les Finnois, donc les Finnes, et les Germains. Voilà. Et l'évolution donc du contexte politique qui se fait au fil de la campagne. Donc on est dans un univers évolutif, il ne faut pas le perdre de vue. Donc le troisième volet de la campagne justement s'appelle Par-delà les confins et nous est proposé ainsi un autre scénario indépendant, Les Feux de la Terre. Voilà. Donc ça c'est pour la description du supplément. Donc en dehors de la campagne, on a évidemment les descriptions de monstres spécifiques comment dire, peuples non scandinaves cités. Donc voilà, avec les légendes évidemment consacrées à ces peuples. Voilà, toujours dans cette mise en page ambiance sépia, qui est plutôt agréable à la lecture. Moi je sais en tout cas que ça ne m'empêche pas de lire, on va dire, les choses de manière agréable. Voilà. Donc on a tout cela et ça devient vraiment assez intéressant. Alors certains disent que j'ai vu des avis comme quoi c'est un supplément le moins intéressant de la gamme. Je trouve quand même que les précisions au niveau des peuples non scandinaves, bon, les règles de marine, ça c'est si vous en avez vraiment besoin, mais surtout les peuples non scandinaves et leurs mythes, leurs légendes, ça reste tout de même, je pense, très utile pour briser un peu, on va dire, le contexte purement norrois centré, si je puis dire, du jeu. Alors après, en 2011, le supplément Uppsala, donc du nom de la ville sainte évidemment, qui est une ville qui existe, hein, c'est une ville en Suède, Uppsala, si je ne dis pas de bêtises, est un livre donc de 88 pages donc consacré à cette cité sacrée qui est un centre commercial et politique donc du royaume de Svitjold. Voilà, c'est dur. Je vous avais dit que là, il allait y avoir des noms qui allaient être un peu durs à prononcer. J'en suis désolé. Ils sont décrits donc son histoire, sa géographie, ses forces militaires, son pouvoir religieux, ainsi que donc deux scénarios, les boucliers blancs, indépendants de la campagne, et le fer et le sang, qui est donc la quatrième partie, elle, de la campagne. Alors la description, on va dire, est quand même assez exhaustive de la ville. Bon après, est-ce qu'elle était réellement utile, enfin est-ce que c'était vraiment utile, comment dire, d'avoir une description aussi détaillée d'Uppsala? Vous en jugerez, en tout cas ça sera utile pour faire vos propres scénarios, pour voir à peu près à quoi ressemble, on va dire, une ville scandinave importante, d'autant plus qu'elle a, on va dire, une situation vraiment particulière en termes économiques, politiques et même religieux. Voilà, donc je pense que malgré tout, voilà, le supplément reste utile, surtout si vous, de toute façon, vous voulez continuer la campagne. Il n'y a pas le choix, hein, d'une certaine manière, mais pour faire en tout cas ses propres scénarios, ça peut également aussi être utile d'avoir un cadre, on va dire, aussi bien décrit. Alors après, nous arrivons au supplément, donc en 2012, Les Fils d'Alfdan, voilà, qui est un supplément donc, de 64 pages qui clôt la campagne en proposant donc un très gros scénario en 5 parties. Donc là, on a vraiment affaire qu'à un seul scénario de 64 pages, où donc là, on va aller vraiment jusqu'au bout du mythe, jusqu'au bout, on va dire, de l'intrigue, on va dire, qui va bouleverser donc le grand royaume du Danemark, hein, auquel normalement sont de près ou de loin liés, enfin eux, normalement, dans la campagne, j'essaie de pas trop en dévoiler, mais sont liés, on va dire, au roi légitime du Danemark, et donc il y a un roi évidemment félon, qui essaye, on va dire, de garder son pouvoir éminemment et donc de soumettre également tous les autres territoires scandinaves. Et donc, en même temps, évidemment, il y a aussi des conflits évidemment mythologiques et secrets qui sont liés, on va dire, à cette situation géopolitique. Et donc là, on vous propose tout simplement d'aller jusqu'au bout de cette voilà. Donc le fameux Frodi, justement, qui avait un nom assez curieux. Et donc, on avait du mal, comment dire, à le juger, on va dire, très, très sérieux au vu de son nom. Mais bon, les noms, voilà, ce sont les noms, on va dire, d'origine, hein, qui sont, je crois, assez justes au niveau historique. Mais je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire scandinave. Vous m'en excuserez s'il y en a peut-être qui sont plus calés dans cette chose. Voilà. Donc en tout cas, la fin de la campagne. Et enfin, en 2015, on a attendu quand même un petit peu avant d'avoir, parce qu'on nous proposait, donc là, la campagne était techniquement finie, mais ils ont remis, comment dire, quelque peu la machine en route pour nous proposer donc Rolf
Kraki, Rolf Kraki, c'est dur à dire, en 2 parties. Donc, première partie, c'est celle-ci, voilà, et deuxième partie, c'est celle-ci, sans l'écran qui éblouit, voilà. Et donc, 2 ouvrages, donc un de 72 et un de 76 pages. Le premier donc est sous-titré normalement L'avènement du roi. Bon, c'est pas écrit sur la couverture, hein. C'est écrit. Non, c'est même pas écrit sur la tranche non plus. Enfin, sur le dos, pardon, excusez-moi. Mais donc en tout cas, qui propose donc une suite à la campagne. Elle est prévue donc pour être jouée par des descendants des personnages, comme je vous le disais, et divisée en 4 parties. Première année de règles, de règne, pardon, c'est pas des règles de jeu, qui est jouable, on va dire, par les premiers héros de la campagne, avec suivi de règles justement pour gérer sa descendance. Donc c'est en quelque sorte faire la transition justement avec ses anciens personnages et le nouveau qui va faire donc cette partie de la campagne. Puis après les scénarios Malédiction, Un nouveau roi et Zvip Dag. Voilà. Donc on remet, on va dire, on remet ça, et là on entre quand même dans quelque chose de beaucoup plus épique encore que ce ne l'était. C'était déjà assez épique, mais là on nous propose quand même quelque chose d'encore plus gros, on va dire, tout de même, en termes on va dire d'intrigue en tout cas, et d'héroïsme. La deuxième partie, donc, qui est parue aussi en 2015, hein, ils sont suivis de pas très très longtemps, hein, de à peine quelques mois. 76 pages, donc ça clôt complètement la gamme Yggdrasil en proposant donc une fin épique à la campagne qui a émaillé donc toute la gamme. Il est divisé donc en 4 chapitres. Donc Bödvar Bjarki, l'ours norvégien, Troll, une dette à payer, et incapable destin. Voilà. Donc 2 suppléments qui sont, je dirais, optionnels, hein. Vous n'êtes pas obligé techniquement de les jouer, puisque vous pouvez vous arrêter juste après, on va dire, les fils d'Alfdan, puisque normalement la situation a dû être remise en ordre concernant, on va dire, donc le fameux roi Félon. Et donc normalement, voilà, soit il a été soumis, soit on va dire le roi légitime a été remis sur le trône. Et donc à voir. Mais en tout cas, vous avez affaire vraiment à une gamme qui a été suivie, qui a été finie, et c'est quand même bien de le dire, qui a prouvé, comment dire, qu'il pouvait, on va dire, développer un univers peu connu et de qualité, pour, on va dire, servir de contexte de jeu de rôle. Et ça, je trouve que c'est ce qui fait, on va dire, vraiment la force, je trouve, d'Yggdrasil. C'est que bah, voilà, vous avez quand même affaire à un jeu avec une gamme, on va dire, riche, une campagne fleuve qui marque bien toutes les possibilités du jeu, et on va dire, en tout cas, un contexte qui est extrêmement bien décrit, bien retranscrit, je trouve, pour, on va dire, un jeu historico-fantastique. Ce n'est pas un jeu historique, soit dit, voilà, que ce soit bien dit, mais on s'approche tout de même, on va dire, de la vraisemblance, en tout cas, et on est pris, on va dire, par cette ambiance, justement, cette ambiance nordique, en tout cas, qui est bien retranscrite dans ces lignes. Voilà. Donc, et ben voilà, c'était Magna Magister pour donc la deuxième vidéo de la semaine concernant Yggdrasil. J'espère que cela vous aura donné peut-être envie d'y rejouer si vous l'aviez dans vos bibliothèques, dans vos ludothèques, et que vous ne vous y êtes pas intéressé depuis quelque temps. Peut-être de vous y réintéresser, parce que comme je vous dis, il y a pas mal de suppléments qui sont encore disponibles. Et on peut, on va dire, assez facilement, comme je vous disais, se procurer le PDF du livre de base. Je crois que normalement il est encore en accès plus ou moins libre, hein. Enfin, en tout cas, moi je sais que j'avais réussi à l'avoir de manière légale à une certaine époque. Je ne sais plus si c'est le cas. Voilà, donc si c'est encore le cas, tant mieux. Vous pourrez en tout cas y jeter un coup d'œil. Sinon, bah, essayez de retrouver, on va dire, le livre de base. Le 7ème cercle, on a encore quelques exemplaires. J'en ai vu quand sur leur stand, comment dire, au Fige, encore cette année. Ils en avaient encore, on va dire, un petit stock. Donc c'est peut-être possible encore de le trouver aussi sur leur boutique ou en convention, si cela vous intéresse. Voilà. C'était donc Magna Magister pour la présentation donc, de la gamme Yggdrasil. Jouez bien, mettez des pouces pour encourager la chaîne, mettez également des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du jeu, et mettez évidemment, voilà, abonnez-vous à la chaîne pour que notre communauté continue à grandir et continue, on va dire, à promouvoir le jeu de rôle de belle manière, de bonne manière, entre gens, on va dire, conscients, de bonne volonté, et
Ça peut se résumer en tout cas en un seul mot, jouez bien et jouez agréablement avec les personnages les personnages d'une part et les joueurs surtout aussi qui vous font plaisir. Voilà, c'était Magna Magister. À bientôt pour de nouvelles aventures et ne ratez pas le live du mercredi.